Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être parmi vous. J'aime beaucoup et je pratique la Polynésie depuis à peu près 10 ans dans le cadre de programmes de recherche qui portent sur la question des changements environnementaux côtiers, la question de l'érosion côtière, de la submersion marine, donc les deux grands risques côtiers auxquels on est confronté. Et mon travail consiste véritablement à essayer de détecter et de mesurer ces changements, d'une part, et d'autre part, et c'est là que c'est un gros défi, d'essayer de les attribuer à des facteurs spécifiques, et en particulier de mesurer l'impact du climat et du changement climatique sur ces changements côtiers, et d'autre part l'impact des activités humaines. Je suis, moi, géographe depuis 25 ans et j'ai passé donc 10 ans en début de carrière à l'île de la Réunion où j'ai vécu. J'ai fait une thèse sur les questions d'érosion de plage dans l'archipel des Seychelles, très sympathique aussi. Et de là, dans un deuxième temps, donc quand je suis arrivée à l'université de La Rochelle, je me suis tournée vers les îles tropicales de la Caraïbe, qui ont donc été mon deuxième terrain de recherche. Et puis, depuis 10 ans, donc, vers celle du Pacifique. Et dans le Pacifique, j'ai surtout travaillé sur un petit archipel dont vous avez peut-être entendu parler, enfin un grand archipel même, qui s'appelle Kiribati, dans le Pacifique Ouest, plutôt équatorial. Et également donc, sur la Polynésie française, avec des travaux qui ont principalement porté sur les atolls des Tuamotu, pour essayer de répondre à une question qui intéresse aussi bien la science que les décideurs, et qui est celle de savoir si les atolls vont disparaître ou pas. Donc je fais partie de ceux qui se sont battus pour casser les idées reçues, construire une vérité scientifique, et aujourd'hui mon combat c'est de la diffuser pour faire en sorte que les populations de ces atolls, nourries par les médias, nourries par des travaux scientifiques anciens ou peu robustes, nourries par l'activisme parfois d'ONG ou d'associations, ne croient pas tout ce qu'on leur raconte et n'aient pas en tête que dans 10 ans, 20 ans, leurs îles vont nécessairement disparaître et donc ils feront partie des premiers réfugiés climatiques, puisque ce soir je vais surtout vous annoncer mauvaise nouvelle, mais il y a quand même une bonne nouvelle, hein, moi c'est la meilleure nouvelle de mes 10 dernières années de recherche, c'est qu'aujourd'hui on sait que les îles coralliennes des atolls ne sont pas en train de disparaître et qu'elles ne disparaîtront pas de sitôt. Je vais y revenir bien sûr dans un instant puisqu'on va parler d'érosion. Donc voilà un peu qui je suis, et aujourd'hui donc j'ai mes programmes de recherche qui portent principalement donc sur les risques côtiers et l'adaptation au changement climatique. Comment est-ce qu'on peut aménager durablement et de manière climato-compatible les littoraux des petites îles tropicales. Voilà, et comment on peut essayer de concilier tous les grands enjeux qui se posent, hein, répondre aux grands problèmes de société finalement côtiers, en essayant d'articuler l'ensemble des réponses qu'on peut apporter aux différents problèmes. Ça veut dire que les réponses qu'on peut apporter à un problème de pollution doivent être connectées aux réponses qu'on peut apporter à un problème d'érosion côtière, hein, ou encore de déclin des récifs coralliens ou de contraction ou disparition des mangroves. Donc l'idée c'est de voir comment on peut avoir une analyse systémique pour connecter les problématiques. Voilà, ça fait 48 heures que je suis arrivée en Polynésie, donc pas très longtemps. J'espère que j'aurai pas trop de coups de mou. Hein. Je suis debout depuis 4 heures du matin, moyennement en forme sur certains créneaux horaires, mais vos sourires et votre présence vont m'aider à essayer de garder un discours cohérent et dynamique jusqu'au bout. Donc moi je vais vous parler de la disparition des plages et Cécile, que je remercie, m'a proposé de répondre à cette question. Est-ce que leur disparition est véritablement une fatalité ou est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? C'est un sujet qui est assez crucial à Moorea. Donc hier, on a eu la possibilité de faire la totalité du trait de côte là où on peut approcher la mer, hein, parce qu'il est quand même inaccessible sur une grande partie de sa longueur, vous le savez mieux que moi. Mais ça m'a permis de me rendre compte finalement à quel point les travaux du CRIOB, je vais en reparler, qui ont bien montré l'artificialisation du trait de côte au cours des dernières décennies et la disparition assez rapide des plages, à quel point effectivement ce sujet il
a une résonance tout à fait particulière à Moorea. On est vraiment sur un terrain qui est intéressant pour traiter ce sujet. Un autre terrain tropical passionnant pour ça, c'est les îles Hawaï, qui sont confrontées, les principales îles Hawaï, exactement au même phénomène. En revanche, il y a des îles tropicales sur lesquelles cette question se pose moins, bien qu'elles soient peuplées sur le littoral, développées par le tourisme sur le littoral. Je pense par exemple à Maurice, je pense aux Seychelles. Ce sont des territoires sur lesquels on n'observe pas la même pression et le même phénomène de disparition des plages. Donc Moorea, pour ce sujet, c'est parfait. Alors, je vais vous proposer d'aborder cette question en 4 temps. D'abord, je vais me permettre de rappeler ce que c'est qu'une plage, c'est-à-dire d'en donner une définition qui pose des bases pour comprendre un peu ce que je vais raconter par la suite et pour vous convaincre du type de diagnostic qu'on peut poser. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on mesure l'état de santé d'une plage en fait. Ici, on a le CRIOP qui mesure depuis plus de 50 ans l'état de santé des récifs coralliens. L'état de santé des plages, on ne le mesure pas tellement. Et pourtant, le sable des plages est, à l'échelle du globe, la deuxième ressource la plus exploitée après l'eau. Donc c'est une question qui est émergente, de plus en plus prégnante et à laquelle on doit répondre. Troisième question dans la foulée, elle s'impose aujourd'hui, quels sont les impacts du changement climatique sur cet état de santé des plages et est-ce que le changement climatique est à l'origine de leur disparition? Et enfin, parce qu'il ne faut jamais tuer l'espoir et parce que je suis d'un naturel optimiste et que je travaille sur l'adaptation au changement climatique et sur la promotion d'un développement plus durable des côtes, bien sûr la dernière question c'est est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va nécessairement les perdre ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc voilà le petit voyage que je vous propose en 4 temps. Bon, qu'est-ce qu'une plage? Vous le savez comme moi, je pense qu'on partage tous la vision qu'on a de la plage, mais pour moi et pour d'autres autour de moi, c'est surtout, parmi d'autres, il y en a beaucoup, on pourrait penser aux forêts, on pourrait penser aux grandes étendues arctiques, etc. C'est un écho, parce que, par exemple, récif corallien, morpho, une plage, elle a une morphologie, elle a une forme, elle a une pente, etc. Donc c'est un éco-morpho, et puis aussi, souvent on l'oublie, mais quand on est géographe, on s'occupe des interactions homme-nature, alors on fait en sorte de ne pas l'oublier, c'est aussi un sociosystème, puisque, vous l'avouez, 2 fois par jour, vous avez beaucoup de chance. Moi je vous envie, vous allez à la plage, moi qui habite à La Rochelle, c'est clairement pas 2 fois par jour, puis elles sont quand même moins sympas qu'ici. Donc c'est un éco-morpho-sociosystème, ça veut dire que dès qu'on parle de plage, on ne peut pas déconnecter la plage du récif corallien, s'il y en a un, du bassin versant, qui joue un rôle, regardez la couleur du sable à la sortie des cours d'eau, et puis on ne peut pas déconnecter la plage de l'aménagement du littoral et des modalités de développement des espaces côtiers. Donc la plage, voilà, on est d'accord, c'est ça. Mais on doit donc la penser du bassin versant jusqu'aux pentes externes du récif. Le système, il s'étend de cette manière-là sur le plan transversal et sur le plan longitudinal. C'est pas parce que la plage n'est qu'ici que finalement on ne doit considérer que cette petite section de côte. Les plages sont très dynamiques aussi sur le plan longitudinal, donc finalement elles appartiennent à un système sédimentaire qui est beaucoup plus large qu'elles seules. Alors en effet, ce système sédimentaire, si on prend l'exemple, les grandes pentes montagneuses de Moorea, une plaine côtière, on peut avoir ou non une dune, une plage, ensuite on arrive sur le platier récifal, vous connaissez ça aussi bien que moi, et puis les pentes externes, etc. On est bien dans l'idée que les plages sur les îles hautes comme Moorea sont nourries en sédiments, d'une part par les reliefs continentaux, après les fortes pluies de ces derniers jours, on voit à quel point l'eau est rouge, marron, etc. Et puis vous savez comme moi que la couleur du sable des plages varie en fonction de la quantité de sédiments d'origine terrestre qui les alimentent. Et bien sûr aussi, si on va dans le secteur des Tipaniers, là on a des plages de sable blanc, le récif corallien joue un rôle aussi. Donc voilà sur le plan transversal à quoi ressemble notre système. Et quand on parle de plage, il faut se placer dans ce système. Il faut élargir un peu au-delà de la simple accumulation de sable. Ensuite, donc, avoir en tête qu'on parle de plages coralliennes, mais leurs sables ne sont pas composés que
de matériaux strictement coralliens que de corail. Tous les êtres vivants du récif, par exemple, quand la plage est intégralement corallienne, participent. Le poisson perroquet, un brouteur de corail qui produit les sédiments, il fait tourner l'usine de production sédimentaire. Des algues calcaires, il y en a pas mal à Moorea, qui elles-mêmes ont aussi un squelette calcaire comme le corail, qui sont arrachés par la houle, qui sont projetés sur le littoral. Et dans certains cas, ces algues calcaires produisent 70% du sable des plages coralliennes. On pense aux coraux, mais c'est l'écosystème en fait corallien. Et puis tout un tas d'organismes, y compris les mollusques. Alors, quand on parle de plage, c'est quand même compliqué en Polynésie de se passer de vous parler des atolls, parce que la Polynésie est le territoire qui possède le plus grand groupe d'atolls au monde. Il y en a 439, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on en a 77 en Polynésie, donc c'est quand même le plus grand groupe d'atolls au monde, et principalement bien sûr dans les Tuamotu. Et donc, quand on parle des plages, on peut se permettre d'élargir le sujet à un deuxième type de système, le système île-récif. Donc ces îles coralliennes qu'en Polynésie on appelle les motus, et qui se sont formées sous l'effet de la production de sédiments par le récif corallien. Et ça, c'est un trésor, parce qu'à la surface de la planète, c'est le seul et unique territoire qui a été créé par des animaux lilliputiens, les coraux, et qui est habité par des hommes, en fait, par des sociétés humaines. On n'a aucun autre exemple de ce type, ce qui veut dire que ces sociétés humaines sont strictement dépendantes de l'état de santé du récif corallien pour pouvoir se maintenir, puisque c'est lui qui garantit le maintien des îles coralliennes. Voilà, on en a des exemples, vous le savez, sur Moorea, donc on est complètement concerné. Alors, je suis désolée que celle-là soit floue, c'est la taille de l'écran sur mon écran à moi, ça ne se voyait pas, mais je veux juste là souligner que, comme dans le cas précédent, comme pour les plages de Moorea, quand on est sur un atoll avec son anneau récifal, son lagon intérieur, ses passes, etc., et ses motus, on a aussi un système qui doit être considéré et qui est plus grand que l'île en fait. Si on veut travailler sur l'état de santé d'une de ces îles d'atoll, on doit considérer le système dans sa globalité parce qu'il y a des courants, il y a des zones de production sédimentaire. Donc c'est un système qui est plus large que l'île elle-même, même si on veut s'intéresser uniquement à celle-là, et qui est tout aussi dynamique. En effet, le récif corallien, on va dire que de manière générale, il joue deux rôles fondamentaux pour la santé des plages et des îles. D'abord, c'est une énorme surface d'amortissement de la houle, et notamment des houles de tempête. On peut penser aux houles cycloniques ou aux houles d'origine lointaine, qui nous viennent des zones tempérées ou polaires, nord et sud, et qui, à travers l'immensité océanique, se propagent jusqu'aux îles. Donc le récif, c'est vraiment un amortisseur de houle, et parce qu'il est là, parce qu'il est rugueux, parce qu'il a cette fonctionnalité, il réduit l'impact dévastateur et érosif de ces houles sur nos plages. Deuxième rôle du récif, bien sûr, c'est une usine de production de sédiments, et sans lui, les plages ne pourraient pas être là. Si maintenant on regarde les choses en long, pour l'instant je vous ai surtout parlé de la dynamique transversale, on s'aperçoit que si on prend ici, j'ai pris l'exemple de Tubuai, on s'aperçoit que l'île, donc Tubuai, île montagneuse, l'île dans sa totalité n'est pas un seul et unique système sédimentaire. Quand on zoome sur les côtes, là par exemple c'est sur la côte nord de Tubuai, on s'aperçoit que le trait de côte est découpé en un certain nombre de cellules sédimentaires, c'est-à-dire de microsystèmes, qui fonctionnent principalement de manière fermée. D'accord ? Ça veut dire que mes cellules sédimentaires, C2, C3, C4, etc., sont à peu près indépendantes les unes des autres. Pourquoi ? Parce qu'entre elles, il existe des limites. Alors ces limites, vous voyez ici, ça peut être la jetée du port, ça peut être un épi, ça peut être un pointement rocheux, ça peut être n'importe quoi, qui fait que le littoral fonctionne en cellules individualisées. Et au sein de ces cellules, la houle génère un courant côtier. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Quand vous vous mettez à l'eau, qu'il y a beaucoup de houle, parfois vous vous rendez compte que ça vous tire en fait dans un sens. Quand vous êtes près de la plage, vous êtes vraiment tiré, et plus il y a de houle, et plus vous êtes tiré fort. Donc ça, c'est notre fameux courant de dérive littorale, qui est vital pour la vie des plages, puisqu'il déplace le sable au sein des compartiments sédimentaires.
Voilà, sur tout Bouaille, vous voyez le genre de limite qu'on trouve entre nos sédiments. Donc ce sont des discontinuités physiques qui souvent, parce que le littoral est aménagé, sont de nature humaine. Un épi, une jetée de port, etc. On vit donc à une époque, et c'est très valable aussi pour Mooréa, où l'urbanisation et l'aménagement du littoral a fragmenté le linéaire côtier en petites sous-cellules, et ça a pour effet de fragiliser les plages, puisque ça interrompt le déplacement du sable le long du littoral, qui se fait souvent dans un sens à une saison, dans l'autre sens à l'autre saison, et qui fait partie de cette dynamique fondamentale qui est à l'origine de l'état de santé des plages. Mooréa, pour prendre quelques exemples, est bien sûr très concerné. Quand on regarde des images aériennes, on s'aperçoit que c'est très discontinu, et qu'on va avoir ici ou là des ouvrages de défense qui avancent sur le trait de côte, des remblais, etc. Voilà, ici aussi ou là, on a une fragmentation importante par l'homme qui a donc affaibli finalement la dynamique de ce système côtier. Alors, cette diapositive, juste pour dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est, quand on est sur le littoral, on est à l'interface de l'atmosphère. Le climat a bien sûr un impact sur ce qui se passe sur les plages. L'hydrosphère c'est l'océan, mais l'hydrosphère ce sont aussi les cours d'eau qui apportent par exemple des sédiments au littoral. Les reliefs ont un rôle, vous le savez, les plages sont parfois situées à la terminaison d'une plaine côtière ou directement au pied des grandes falaises internes, des reliefs montagneux, etc. Biosphère, grâce à notre récif en particulier, ou aux mangroves, et puis anthroposphère, parce que là se concentre quand même une grande partie de l'action humaine. Donc au carrefour de ces 5 éléments, nos plages, ce sont donc des systèmes extrêmement dynamiques qui sont concernés par des flux permanents d'énergie, d'eau, de sédiments, et ces flux en fait associent des facteurs de contrôle, voilà. Ça, c'est la plage. Le système côtier, à l'intérieur, il y a des boîtes, il y a des flèches, c'est très dynamique. Et il est bien sûr impacté aussi par des facteurs de contrôle comme l'atmosphère, comme la grande houle océanique, qui sont externes à ces limites du système que je vous ai présentées précédemment. Donc voilà à quoi on a affaire. Alors au sein de ces plages, au sein de ces cellules sédimentaires, le sable se déplace et par exemple le long du littoral, je pense que vous avez pu l'observer ou vous rendre compte que la largeur des plages, souvent quand on marche le long de la plage, s'élargit au fur et à mesure qu'on marche ou se rétrécit. Et ça, c'est dû au fait que il y a une partie du littoral sur laquelle le courant côtier, le courant d'air littoral prend du sable, il le transporte le long du littoral, du linéaire côtier, tant qu'il n'y a pas d'obstacle créé par l'homme ou par la nature, et puis ensuite il le dépose un peu plus loin, et c'est pour ça que le profil des plages est très variable. Voilà, ça nous ramène à ces fameuses cellules hydrosédimentaires. Donc, le premier point vraiment qui me paraît important à retenir pour la suite, c'est que ces échanges, ces flux, à la fois transversaux, du bassin versant et du récif vers la plage, mais aussi longitudinaux le long du trait de côte, sont absolument vitaux pour le maintien et pour la récupération, suite au cyclone par exemple, des plages. Or, ce qu'on observe sur la majeure partie du trait de côte, dans les îles assez aménagées, et c'est le cas pour Mooréa, c'est un phénomène qu'on appelle la compression côtière. Les anglo-saxons parlent de squeeze. On a squeezé en fait l'espace des plages. On s'est installé si près du trait de côte que finalement les plages ont été déconnectées des dunes ou de la plaine côtière, constituées des mêmes matériaux auxquels elles étaient adossées. Et donc on n'a plus d'échanges transversaux possibles. Vous le voyez là où on a des murs de protection comme cela. Et parce qu'on n'a plus de possibilités d'échange, et parce que ces structures verticales, imperméables, arrêtent de manière très brutale les vagues et les renvoient vers le large, le sable est arraché et le résultat, c'est la disparition de la plage. Et quand on regarde maintenant, donc sur le plan longitudinal, ce qui se passe, eh bien, on va avoir une plage et à un moment donné, ça y est, des ouvrages qui avancent, des remblais qui avancent, donc fragmentation. Et ça nous interrompt nos échanges sédimentaires qui se font normalement le long du rivage et qui sont nécessaires. Et ça génère aussi donc, des phénomènes de disparition de plage.
Donc voilà ce que c'est qu'une plage et la base à partir de laquelle on peut partir. Du coup, ma deuxième question, et ça va vous raconter un peu ce qu'on fait sur les plages en tant que chercheur, hein, même quand qu'on puisse y être 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, parfois c'est toute la journée pendant 15 heures, comment est-ce qu'on mesure l'état de santé d'une plage? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà savoir que les plages, elles ont en fait un budget sédimentaire. N'importe quelle famille a un budget, d'accord, qui correspond, voilà, vous recevez un revenu ou un salaire, vous dépensez, et puis à la fin du mois, vous pouvez faire le bilan. Pour les plages, c'est pareil. On a donc des apports sédimentaires qui sont dus à un certain nombre de facteurs. Par exemple, les cours d'eau apportent des sédiments aux plages. L'homme, surtout les hôtels, ici à Mooréa me semble-t-il, recharge artificiellement les plages en sable, c'est un apport. Les falaises rocheuses, quand il y en a, ou les portions de plage qui s'érodent et dont le sable se déplace le long du trait de côte, viennent nourrir d'autres plages, etc. Donc on a différentes sources de sédiments qui vont contribuer aux apports, qui nourrissent les plages. Et puis malheureusement, et c'est pour ça qu'on a un problème, on a des pertes. Alors il y a du sable qui est aspiré par les passes, par exemple, pendant les épisodes cycloniques, où on a vraiment des courants extrêmement forts à l'intérieur du lagon. Quand il y a beaucoup de vent, parfois on a du sable, dès que le vent souffle de la mer vers la terre, on peut avoir des pertes de sable à l'intérieur des terres et ce sable il ne revient jamais sur la plage. On peut avoir des pertes longitudinales, le courant de dérive littorale prend du sable à un endroit et l'achemine et le dépose ailleurs, etc. Et puis l'homme, parfois extrait du sable. Moi j'ai vu hier, donc on a vu des sacs de sable de 25 kg à vendre pour 1000 francs. J'espère qu'il n'y a pas de vendeur dans la salle, sinon excusez-moi, mais n'empêche que c'est un facteur aussi contributeur. Il y a de plus en plus de facteurs anthropiques contributeurs. Alors, du coup, c'est assez simple en fait. L'état de santé d'une plage, c'est quoi? Quand on a plus d'apports de sable que de pertes, on dit que la plage a un budget positif, d'accord? Et à ce moment-là, c'est assez génial parce que le trait de côte avance, la plage s'élargit et elle a du coup souvent un profil assez plein de sable, donc assez convexe. En revanche, quand les pertes sédimentaires sont supérieures aux apports, la plage a un budget sédimentaire négatif et on observe, comme ici, une falaise d'érosion, un profil qui est creusé, qui est très concave, donc le trait de côte recule et le niveau de la plage s'abaisse. Voilà ce qu'on observe. Et puis on a des cas où les plages ont des apports de sable qui sont égaux aux pertes et du coup on dit qu'elles sont en état de stabilité relative et celles-ci elles ont un profil d'équilibre très régulier à peu près à 33 degrés. Voilà donc les 3 types de situations qui permettent de diagnostiquer l'état de santé d'une plage. Alors si ça se voit, vous l'avez vu sur mes photos, ça se voit. Bien sûr que, en tant que chercheur, on fait des mesures. On a l'habitude d'utiliser des GPS différentiels, donc ça nous permet tout bonnement de relever l'altitude. Et à partir de ces levées d'altitude, de construire en 2 dimensions, vous voyez le profil de la plage qui change en fonction des tempêtes, des saisons, etc. Et de calculer, par exemple, si vous faites une mesure par an, vous allez pouvoir voir quel est le volume de sable que vous avez gagné ou perdu. Donc vous allez pouvoir quantifier en fait l'évolution du budget sédimentaire de votre plage. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus les techniques drones. Il n'y a pas que les touristes ou les particuliers qui utilisent des drones pour avoir de belles images. C'est un outil qui est très crucial pour nous chercheurs et qui nous permet en fait de reconstruire les plages en 3D. Donc c'est assez génial. Au lieu d'avoir 2 dimensions, on en a 3 et pour les calculs de volume, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant que cet outil qui devient de plus en plus obsolète. Mais qu'on peut manier 15 heures par jour. Et on va plus vite que quand on doit installer le drone, même si on a X batterie, au bout d'une demi-heure c'est vide, etc. Donc on continue à utiliser les deux. Donc ça c'est quand on veut connaître l'évolution des plages sur le court terme, d'accord? Parce que si on veut savoir comment elles ont évolué depuis 1950, malheureusement on n'a pas de données pour 1950. Donc ça on le fait depuis à peu près les années 2000, donc ça nous sert pour la période récente.
si on veut reconstituer sur le plus long terme comment évoluent nos plages, qu'est-ce qu'on utilise? L'imagerie aérienne. L'imagerie aérienne, c'est quoi? Ce sont les photographies aériennes en noir et blanc qui souvent ont été prises par l'armée, par exemple, ou par l'Institut géographique national. On en a sur certaines îles qui remontent aux années 40, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. Et puis on utilise donc pour la période récente des images satellites. Vous savez à quel point les satellites aujourd'hui produisent de l'image à haute résolution. Et vous voyez, ça nous permet pour chaque portion de côte, de Moorea et d'ailleurs, de numériser la position du trait de côte. On prend un indicateur de trait de côte, là vous voyez que c'est la limite de végétation. Et sur les côtes qui sont fortement aménagées, où il y a des remblais par exemple, le trait de côte, c'est la limite côté mer des aménagements humains. Donc on utilise ces indicateurs qu'on numérise à différentes dates pour tracer nos traits de côte. Par exemple, un trait de côte en 61 qui était là, un trait de côte en 76, un autre en 93, etc. On prend toutes nos séries d'images et ensuite on a un petit logiciel très sympa qui s'appelle DESAS qui génère tout seul, tous les 10 mètres, on peut lui demander tous les 100 mètres, etc. Il va intersecter les différents traits de côte et il calcule automatiquement l'écart entre le plus ancien, le plus récent, etc. Et c'est comme ça qu'on produit des statistiques sur l'évolution de la position du trait de côte. Alors on l'a fait, j'ai une stagiaire de Master 2, Chloé Jansens, qui donc, on l'a fait sur Moorea pour essayer de compléter les études qui sont faites depuis très longtemps par le CRIOB et que je vais vous montrer immédiatement après. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez, sur la période 1977-2019, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'échelle de l'île de Moorea, on a la tendance dominante sur 48% du littoral, c'est une stabilité du trait de côte. Ça s'explique en fait beaucoup par la démultiplication des ouvrages de fixation du trait de côte, des murs de protection, des cordons d'enrochement, etc. C'est pour ça que c'est le comportement dominant. Le CRIOB a très bien montré que depuis les années 90, cette rigidification du trait de côte s'était considérablement accélérée. La deuxième tendance, c'est l'avancée du trait de côte. Mais l'avancée du trait de côte, je vais vous montrer les images après, ne signifie pas forcément que les plages vont bien, parce que ça peut être un remblai supplémentaire qui a été créé. Donc c'est pas une bonne nouvelle en termes de plage. Et on voit que 21% du trait de côte a reculé. Voilà ce qu'on observe, avec de petites différences en fonction des façades de l'île. À chaque fois que sur ma carte c'est rouge, orange-rouge c'est que ça recule, à chaque fois que c'est vert c'est que ça avance, et quand c'est dans les oranges c'est que ça a été à peu près stable. Voilà le type de choses qu'on peut produire. Alors vous voyez, ça permet après, si on zoome sur nos traits de côte, de dire ici au niveau de l'hôtel Hilton, voilà le trait de côte ancien, 77 en bleu, 2019 en rouge, on a des secteurs dans lesquels ça a avancé de 20 mètres par exemple, probablement sous l'effet de rechargement artificiel en sable, à vérifier bien sûr. Sur d'autres plages, celle-ci, dont il semble qu'on parle pas mal depuis quelque temps, on a des portions de la plage sur lesquelles le recul du trait de côte a quand même été de 63 mètres. Vous voyez notre trait de côte en 77 et où il se trouve aujourd'hui. Donc là, on a quand même un recul qui est extrêmement important. Et puis, on a des secteurs dans lesquels le trait de côte a complètement changé de configuration parce qu'il y avait un port, à un moment donné, il a été agrandi, etc. Et l'aménagement de quais, etc., a pu générer une avancée du trait de côte de 66 mètres et un gain de surface, pour le coup, de l'île de Moorea. Et enfin, des secteurs dans lesquels on a des îles artificielles qui ont été créées, etc., donc du remblai en mer et une extension. Le CRIOB produit, depuis les années 90, un autre indicateur d'évolution du trait de côte, celui qui concerne, et il est super important, l'évolution de la nature du trait de côte. Donc indiquer simplement quelle est, vous voyez la catégorisation ici, du trait de côte, si c'est une plage de sable noir, si c'est plutôt vaseux herbacés, si c'est plutôt rocheux, si c'est artificiel, des murs, des remblais, des cordons d'enrochement, ou si c'est des plages de sable blanc.
Et ces travaux du CRIOB permettent de suivre l'évolution de la situation avec une actualisation régulière, ont permis de montrer, la dernière publication, celle de 2019, que les plages de sable blanc ont reculé de 80% et que le linéaire artificiel, entre 1977 et 2018, a augmenté de 170%. Remblais, murs de protection, cordons d'enrochement, quais, etc. Donc voilà les deux indicateurs intéressants, le changement de position du trait de côte et le changement de la nature du trait de côte. Ensemble, ils permettent de comprendre ce qui se passe. Voilà, vous connaissez mieux que moi Moorea, c'est vrai qu'on voit partout cette artificialisation. Ça veut dire globalement qu'on est passé à Moorea de cette situation-là, qui était prédominante dans les années 50, 60, 70, une situation dans laquelle les côtes étaient plutôt naturelles et dans laquelle les plages avaient donc la capacité à recevoir des sédiments, par exemple en provenance du récif, et ces sédiments de construire les crêtes de plage, de nourrir l'arrière-plage pendant les épisodes de submersion dus au cyclone, ce qui permettait au système d'être vivant, d'être dynamique et de s'exaucer. C'est vital au jour où l'élévation du niveau de la mer menace de submerger de plus en plus les espaces côtiers. Il existe bien sur les systèmes naturels et en bonne santé du récif et de la plage, et de non-perturbation des échanges transversaux, des mécanismes naturels, on appelle ça l'adaptation naturelle. C'est-à-dire que quand la mer monte, ces systèmes ont la capacité de suivre l'élévation du niveau de la mer et de se maintenir. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur la plupart des îles coralliennes du monde, y compris celles des Tuamotu, et c'est pour ça qu'à ce jour, pour 75% d'entre elles, elles sont stables, pour 15%, elles se sont agrandies depuis 3 à 6 décennies, et pour seulement 10%, elles se sont réduites. Donc la tendance dominante, c'est ça, parce que la plupart des îles coralliennes des atolls, des Tuamotu comme d'ailleurs, sont encore naturelles en fait. Souvent, vous êtes probablement allé soit à Rangiroa, soit à Tikehau, soit ailleurs. On se rend compte, à Rangiroa, il y a 240 îles, les humains ils sont concentrés sur 8. Donc il y en a 232 qui évoluent à peu près naturellement. Donc ça, c'est ce qui se passe quand l'humain ne perturbe pas la dynamique. Et ça, malheureusement, c'est la situation qui tend à se généraliser et qui fait que les plages disparaissent. Alors, maintenant qu'on sait quelle est la lourde responsabilité des humains, on va s'occuper de regarder du côté du changement climatique ce qu'on peut dire. Le changement climatique, c'est une somme de facteurs de pression qui accélèrent malheureusement la disparition des plages. Quels sont ces facteurs de pression ? C'est d'abord le réchauffement du climat. Vous voyez le globe à 1,5 degré, dès qu'on est à 4 degrés, si on reste sur notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre actuelle, ça sera plutôt ça, en 2100. Qu'est-ce que ça génère au moment où l'océan s'acidifie aussi, parce qu'il absorbe une grande partie du CO2 produit par les activités humaines. Le résultat, c'est quoi ? C'est blanchissement corallien, mort des récifs. En Polynésie, on a beaucoup de chance, il y a encore beaucoup de récifs coralliens qui sont en bon état de santé. Par contre, moi je travaille beaucoup sur Guadeloupe, Martinique, c'est vraiment le monde des récifs morts. Et c'est comme ça dans beaucoup de régions terrestres. Donc, premier facteur de pression, c'est ça. Vous avez compris avec ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant que si on perd le récif, à un moment donné, on perd la plage. On n'a plus de freinage des houles de tempête et on n'a plus d'alimentation des plages en sédiments, donc c'est clair que l'érosion s'accélère. Deuxième facteur de pression, c'est l'élévation du niveau de la mer. Si le système est dégradé, il ne peut pas suivre. Troisième facteur de pression, c'est le fait que les houles cycloniques et dues aux tempêtes lointaines, qui se propagent jusqu'aux îles tropicales. Ces houles, dans la plupart des régions tropicales, on va observer une augmentation de hauteur, une augmentation de l'énergie qu'elles libèrent sur le littoral. Et ça, quand les plages sont en état d'équilibre, ça accroît les pertes sédimentaires et donc ça peut faire basculer le budget d'une plage de positif à négatif jusqu'à ce que potentiellement elles disparaissent. On a donc un cumul de pression. Et tout ce qui est en rouge ici, c'est tout ce qui augmente dans le contexte du changement climatique. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont liés au niveau marin et au niveau marin extrême qui augmentent et qui font que, en plus des effets amplificateurs des perturbations anthropiques, activités humaines dont on sait qu'on ne va pas les stopper.
hein. La côte continue à être attractive, on continue à construire, on continue à urbaniser, etc. Vous le savez comme moi. Ça, là, il y a une tendance lourde, une tendance de fond, hein, qui contribue donc à menacer les plages. Mais il y a un enjeu qui est fondamental, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les systèmes qui sont en bon état de santé ont la capacité pour l'instant, hein, et ça peut durer encore un certain temps, ça dépendra de la vitesse d'élévation du niveau de la mer et de la trajectoire de réchauffement climatique qu'on va suivre, hein, au cours des prochaines décennies. Les systèmes en bon état, ils se maintiennent. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un atoll des Seychelles qui a pris le cyclone le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Indien, des vents à 363 km/h et des vagues, hein, qui ont été estimées entre 7 et 9 mètres. Donc c'est quand même assez monstrueux pour des îles, hein, dont les côtes sont très très basses. Après le cyclone, qu'est-ce que j'ai pu observer? Une augmentation de l'altitude des hauts de plage de 60 cm. C'est quand même plutôt pas mal, hein, quand on est dans une période où la mer monte de 4 mm par an. Si vous gagnez 60 cm d'un coup, je veux dire, ça fait de la marge, hein, c'est intéressant. Et on voyait très très bien, hein, quand on regarde avant-après, vraiment le caractère nourricier du récif avec du sable qui se déplaçait vers les plages. Regardez les plages avant, les plages après, elles étaient 5 à 10 fois plus larges, hein, donc même pour des événements extrêmes, quand le système est en bonne santé, il peut se maintenir. Donc, l'histoire heureuse que racontent ces territoires, et ça c'est quand même chouette, hein, c'est ça. C'est aussi le cas dans les îles hautes, ça ne se limite pas aux atolls. J'ai beaucoup travaillé sur les cyclones de 2017 à Saint-Martin, hein, où en l'espace de 15 jours, il y a 2 cyclones catégorie 4 et 5 qui ont ravagé l'île. Eh bien, dans la réserve naturelle, là où les coraux sont en bon état de santé, où les plages ne sont contraintes par aucun aménagement, j'ai pu observer la formation d'une nouvelle plage au pied des falaises rocheuses montagnardes de l'île. Donc ça, c'était quand même assez magique, hein, ça remonte le moral. Et on a pu aussi observer, hein, ça c'est ma collègue Natacha qui ne veut pas qu'on la reconnaisse, mais c'est pas grave, une augmentation de l'altitude des crêtes de plage. Vous vous rendez compte, par endroit, on a calculé jusqu'à 2 mètres de gain d'altitude. Quand la mer monte, c'est quand même assez extraordinaire. Mais là où les écosystèmes sont dégradés, le récif, la mangrove, quand elle existe, les herbiers marins par exemple, eh bien, à ce moment-là, le récif, au bout d'un moment, hein, il laisse tomber et on observe une dégradation, hein, accélérée des plages. Donc, ça veut bien dire, vous voyez que la réponse des plages aux pressions climatiques, pressions du changement climatique, dépend finalement de leur état de santé et des conditions environnementales dans lesquelles elles se trouvent. C'est pareil pour un récif corallien, c'est pareil pour une mangrove, etc. Sur les plages très aménagées, urbanisées, on s'est aperçu, par exemple, vous voyez celle-là, hein, c'est une photo aérienne avant le cyclone, après le cyclone, on a pu observer jusqu'à à peu près 170 mètres de recul du trait de côte. C'est monstrueux. Sur les côtes naturelles, où la végétation native, indigène, n'avait pas été enlevée par l'homme, valeur de recul maximale 30 mètres. Donc 30 mètres quand le système va bien, 170 mètres quand il a été modifié, perturbé. Vous voyez, ça fait une marge d'écart qui est colossale. Voilà le type d'image, hein, qu'on trouve du coup sur les portions de côte qui ont été modifiées. Les sols s'érodent, sont arrachés, sont décapés. Le niveau des plages s'abaisse, éventuellement elles disparaissent. Moi j'ai vu à Rodrigue des plages disparaître en un cyclone, hein, des grandes plages et qui ne se reformeront jamais. Et puis bien sûr, sur les côtes modifiées, on a une destruction assez colossale des aménagements humains. Et puis, sur les côtes modifiées, même quand la nature est généreuse et apporte d'énormes stocks de sable pendant un cyclone, comme ces stocks de sable viennent s'accumuler devant les habitations, empêcher les gens de sortir chez eux, remplir leurs piscines, etc., qu'est-ce qui se passe? Dans les meilleurs délais, on s'organise pour dégager, hein, tout ce sable, ce qui veut dire que ce cadeau, quoi. Hein, ces apports sédimentaires qui sont vitaux pour la survie des plages, hein, on les évacue, ils servent dans des chantiers de construction, etc. Et donc on prive les plages d'une chance de se maintenir. Alors l'élévation du niveau de la mer aura un impact très différent suivant que on ralentit fortement nos émissions de gaz à effet de serre pour essayer d'aller vers un monde 1,5 degré, moi j'y crois plus, mais mettons 2 degrés, ou qu'on court vers un monde à 4 degrés, hein, si on continue à produire du gaz à effet de serre,
de manière intense. Entre ces deux scénarios, vous voyez, l'érosion côtière sera 5 fois plus rapide si on reste sur une trajectoire d'émissions très forte que si on était capable de réduire fortement nos émissions sous le seul effet de l'élévation du niveau de la mer. Aujourd'hui, voilà ce que les modélisations montrent. Donc il y a un enjeu de réduction des émissions pour garder les plages. Et du coup, l'histoire que ça nous raconte, elle est moins sympathique que tout à l'heure. On est là, les pressions augmentent, le corail blanchit, le récif meurt et s'érode, il laisse tomber. Nos îles coralliennes, dans ce scénario-là, pourraient disparaître, tout comme les plages. Donc vraiment, le changement climatique, bien sûr, c'est un facteur de pression supplémentaire, mais c'est la qualité du milieu qui va jouer un rôle clé. Pour terminer, on peut quand même essayer de voir ensemble s'il existe des solutions pour sauver les plages et les îles coralliennes. La première solution, et celle sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le dernier rapport du GIEC, c'est de dire, c'est pas un scoop, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est de dire il faut protéger et gérer durablement, pas seulement les plages, mais le continuum d'écosystèmes qui est interconnecté, je vous l'ai raconté tout à l'heure, donc des écosystèmes terrestres jusqu'à l'écosystème récifal. Ça, franchement, c'est ce qui donnera le plus de chances aux plages de se maintenir. On s'aperçoit, quand on regarde la situation des outre-mer français, que sur les grands territoires d'outre-mer, sur lesquels il y a de faibles pressions anthropiques directes, je pense aux îles Éparses, on peut penser au Tuamotu. On sait, grâce au dernier rapport de l'IFRECOP, l'initiative française pour les récifs coralliens, qu'à peu près 70% des récifs sont en bon et très bon état. Et quand on regarde la santé des plages et des îles, elle est excellente. En revanche, sur les territoires d'outre-mer qui sont plus restreints, je pense Guadeloupe, Martinique, les petites îles, sur lesquels il y a de fortes pressions anthropiques directes, de manière générale, en moyenne, cette dernière étude montre que 62% des récifs sont en mauvais ou très mauvais état. Quand on regarde l'état de santé des plages, c'est pareil, elles sont très fortement dégradées. Donc, la protection des écosystèmes est vraiment le point d'entrée crucial et la gestion durable des territoires dans leur ensemble est le point d'entrée fondamental pour garder des plages. Alors, quand on les a perdus, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut mieux protéger? Est-ce qu'il faut restaurer? Aujourd'hui, de plus en plus, c'est super à la mode, on dit qu'il faut mettre en place des solutions fondées sur la nature, c'est ce qu'on a fait à Taïamanu, je vais y revenir. Et donc, qu'il faut s'appuyer sur les écosystèmes en les restaurant pour essayer de sauver les plages. Donc restaurer la végétation des plages, dans certains cas apporter du sable à la plage pour compenser son budget sédimentaire déficitaire, etc. Et aujourd'hui, on interroge beaucoup la potentielle chance de réussite de la restauration. Et à ce stade, les résultats des études qui ont été produites montrent qu'il vaudrait mieux qu'on se concentre sur mieux protéger ce qui est encore en bon état et fonctionnel, plutôt que de s'obstiner à restaurer, parce que à ce stade, les opérations de restauration, elles donnent peu de résultats. Ce sont des micro-projets à très petites échelles qui coûtent très cher, qui mobilisent beaucoup de moyens humains et pour l'instant pour des résultats qui sont carrément pas convaincants. Et comme me disait une collègue du CRIOB il y a quelque temps, je lui disais, est-ce que tu y crois toi à la restauration des récifs coralliens? Et elle me disait, comment tu veux remplacer un récif comme celui de la Nouvelle-Calédonie par exemple? L'homme en plantant du corail n'est pas capable de ça. Donc on a un certain nombre de choses, mais protéger ce qui fonctionne, nos écosystèmes en bon état de santé, c'est vraiment crucial. Gérer de manière plus durable en supprimant la pollution, en supprimant toutes les activités humaines qui contribuent à dégrader ces écosystèmes. Restaurer, c'est ce qu'on fait le plus et parfois même on en recrée de toutes pièces. Mais vous savez, si une plage naturelle n'a pas réussi à se maintenir, ce n'est pas en apportant 15 000 m3 de sable que ce sable-là va rester. Pourquoi est-ce qu'il resterait puisque le sable naturel est parti? Donc, aujourd'hui, on dépense quand même beaucoup d'argent dans ces opérations qui ne donnent pas grand-chose. Alors parfois, comme ça ne marche pas, on essaie de combiner. C'est ce qui a été fait sur la plage de Taïamanu. On va y aller demain avec des acteurs qui ont porté le projet, etc., pour bien comprendre un peu cette histoire. Taïamanu, c'est vrai qu'il y a une érosion côtière importante. Nous, on s'est amusé à la mesurer entre 1977 et 2019.
Et à Tayamanu, on utilise ce qu'on appelle les solutions hybrides. Alors hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on couple des solutions fondées sur la nature, rechargement artificiel de la plage en sable, revégétalisation du haut de plage. On y est passé hier, on n'a pas vu grand-chose de ce qui a été fait en termes de revégétalisation. Visiblement, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. On aura confirmation demain et des détails. Et puis, vous voyez l'installation d'un brise-lame pour casser la houle, pour éviter qu'elle n'attaque cette plage artificiellement créée. Et l'hybride, c'est ça. C'est le couplage de la défense lourde et des mesures dites fondées sur la nature. Alors on peut recréer des plages, ici à Maurice, vous voyez un littoral sans plage, on a créé une plage, petit à petit les galets se sont répartis sur la côte, on recrée des plages, voilà, avant c'était comme ça, après c'est comme ça, vous voyez la différence, donc on fait de la recréation de plages. Aujourd'hui, ce qui est crucial, c'est d'évaluer tous ces projets pour savoir où on va, parce que les financeurs, ce qui est vert, c'est à la mode. Et même, vous le savez, les grands groupes, Total et compagnie, BNP Paribas, Volkswagen, financent des opérations, des solutions fondées sur la nature, des opérations vertes. Donc, c'est un peu dans l'air du temps et donc ça se multiplie partout, ça mobilise des gros budgets, ça mobilise du monde, etc. Mais on n'a pas tellement idée de si ça marche. Donc, c'est fondamental et on est là pour ça, nous, avec Inès et Louise qui sont aussi là avec vous dans l'amphithéâtre. On est là pour évaluer les 7 projets de solutions fondées sur la nature visant à réduire les risques érosion-submersion, ici en Polynésie, et puis ensuite au mois d'avril, on va évaluer les projets qui ont été déployés en Nouvelle-Calédonie. On fait ça dans tous les Outre-mer, donc on va se retrouver avec à peu près 30 projets qui ont été évalués, et ça permettra de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Et on évalue un peu tout, on évalue le contexte local, est-ce qu'il est porteur ou pas pour que ça marche, la gouvernance, le financement, l'acceptabilité par la population, parce que parfois ça ne marche pas, parce que la population n'en veut pas, elle n'a pas été associée ou ça lui paraît pas être une priorité, etc. L'efficacité que ça peut avoir pour réduire l'érosion et la submersion. Si on est capable de mesurer tout ça, les résultats que ça donne, la plupart des projets ont des petits scores là-dessus, on n'évalue même pas, donc on aura du mal à en tirer quelque chose. Et puis si ça génère des effets négatifs ou des effets positifs en plus, et si ça peut aider les territoires à se mettre sur la voie de l'adaptation au changement climatique. Donc actuellement, on fait ça. Alors pour les plages, du coup, moi, plus on évalue de projets et plus je me rends compte que ça ne marche pas trop, en fait, ces petits projets de solutions fondées sur la nature. En revanche, ce qui peut jouer un rôle crucial dans la recréation de plages ou dans le maintien de celles qui existent, c'est une solution d'adaptation côtière qui s'appelle la relocalisation, qui bien sûr socialement aujourd'hui n'est pas acceptable. Tous ceux qui habitent sur le littoral ne sont absolument pas d'accord pour reculer de 100 mètres, de 200 mètres, et puis encore faut-il qu'il y ait du foncier. Faut trouver voilà, il y a tout un tas de contraintes, ça coûte très cher, etc. Mais on sait qu'à un moment donné, on sera obligé, vu l'altitude des côtes de Moorea, à Moorea comme ailleurs, on sera obligé, quel que soit le scénario de réchauffement climatique, donc il faudra le faire. Et si on le fait, partout où on le fait, on se retrouve dans une situation dans laquelle des plages peuvent renaître parce qu'on enlève tous ces aménagements humains qui ont créé ce processus de compression côtière. Et là où la plaine côtière est constituée de sable corallien, si vous enlevez les aménagements humains, même si le trait de côte recule petit à petit, quoi qu'il en soit, une plage se maintient en fait. Tant que la plaine côtière n'a pas été intégralement mangée par le recul du trait de côte. Donc là où les plaines côtières font 2 km de large, si vous enlevez tout ce qui perturbe, vous avez la possibilité de retrouver des plages. Alors du coup, le grand défi aujourd'hui pour nous, les humains, c'est d'essayer de bifurquer vers des solutions durables. On est là quelque part, il y a plusieurs chemins possibles et il va falloir collectivement décider de où on veut aller. Et bien sûr, ça ne peut se faire que tous ensemble, c'est-à-dire en mettant au cœur du débat et des choix la société civile, elle est concernée, très concernée. Ça concerne bien sûr les décideurs politiques, les gestionnaires dans les différents services concernés, ça concerne les associations, les grosses ONG, tous les professionnels des différents secteurs d'activité économique. Et c'est un peu ça qu'il va falloir choisir. C'est où est-ce qu'on veut aller collectivement,
Quelle trajectoire on choisit? Est-ce qu'on décide de rester coûte que coûte le plus longtemps possible sur le littoral jusqu'à ce que toutes les plages disparaissent, qu'on soit complètement submergé et qu'en panique on soit obligé de reculer? Ou est-ce qu'on anticipe un minimum en se disant qu'on aura tout un tas de bénéfices, dont la recréation d'une bande côtière sur laquelle il y aura plus de plages, et puis bien sûr un abaissement du niveau de risque auquel les humains, les infrastructures, les activités économiques seront exposés. Donc l'enjeu c'est de bifurquer. Et on s'aperçoit, ça c'est une étude que j'ai réalisée sur l'île Maurice, que par exemple à Maurice il y avait beaucoup de protections lourdes, comme ici les murs de protection, les cordons d'enrochement, etc. Ça a été la solution préférée dans les années 80 à 2000, et petit à petit, parce que ça a fait disparaître des plages et parce que ça n'a pas donné de bons résultats, sur pas mal de sites, il a été décidé de bifurquer vers une restauration, le démontage des ouvrages et puis dans certains cas la relocalisation. Donc on a des cas isolés aujourd'hui, ce n'est pas à l'échelle d'un territoire, c'est à l'échelle de plages, de sites côtiers, dans lesquels il y a déjà une trajectoire qui a bifurqué et qui permet localement d'obtenir de bons résultats. Partout où vous enlevez les enjeux humains, les plages renaissent et se maintiennent. Donc voilà l'enjeu. Et donc le mot de conclusion, pour répondre à la question du départ, est-ce que c'est une fatalité que nous perdions nos plages? On va donc retenir que non, la disparition des plages n'est pas une fatalité, donc on va pouvoir quand même passer une pas trop mauvaise soirée. Bien que certaines aient définitivement disparu et ne puissent pas se reconstituer, ça c'est une réalité, dans certains cas la disparition est irréversible. Mais pour le reste, pour un certain nombre de plages, tout dépend de nos priorités et de notre capacité, pour l'heure assez faible quand même, collectivement, à révolutionner nos modes de développement et d'aménagement des territoires côtiers. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire un certain nombre de sacrifices pour retrouver, recréer, maintenir des plages, ou est-ce qu'on veut rester sur notre trajectoire développement-aménagement actuel, quitte à toutes les perdre et pour vivre le plus longtemps les pieds dans l'eau. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.